Quelles sont tes dernières actualités? Je sais que tu as des nouveautés qui vont bientôt arriver, notamment ton nouveau livre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce livre? Oui, bien sûr. Ce livre donc va être disponible le 28 septembre. Donc chez tous les bons libraires de France et de Navarre et peut-être ailleurs. Et il traite du confort thermique écologique. Je l'ai appelé les clés du confort thermique écologique. Les clés, pourquoi? Déjà, on est dans l'immobilier. Quand on veut entrer dans quelque chose, et il est bon d'entrer dans le confort, il faut en avoir les clés. Pourquoi écologique? Parce que je pense qu'on ne peut pas continuer à ignorer ce qui se passe autour de nous. Donc sur pas mal de mes vidéos, dans pas mal d'endroits, j'ai déjà abordé la situation que je vis ici dans l'Allier, où quand j'ai acheté, il y avait vraiment beaucoup d'arbres sur cette propriété, et depuis 3 ans, avec les bouleversements climatiques, notamment des canicules importantes et des durées sans pluie longues, puisque la plus longue que nous ayons eue sans pluie, c'est 72 jours, c'est quand même pas rien, eh bien beaucoup d'arbres sont morts, j'ai environ 30% des arbres qui ont disparu. Et on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Donc l'écologie, il faut qu'on la prenne en considération partout, y compris dans l'immobilier. Donc voilà pourquoi l'écologie. Et après, pourquoi le confort, qui est le cœur quand même du discours. Tout simplement parce que on entend beaucoup parler au niveau de la nécessité de réaliser des travaux dans l'immobilier, dans le bâti ancien, que ce serait du fait qu'on a beaucoup de passoires énergétiques. Ça n'est pas le problème d'avoir une passoire énergétique. Ça peut être gênant, mais ce qui compte pour les occupants, 70% des gens qui déclenchent ou envisagent de faire des travaux chez eux, ça n'est pas pour isoler, parce qu'isoler, c'est pas une fatalité. Et quand on leur parle de passoire énergétique, on va toujours sur la solution isolée. Non, c'est pas forcément ça la solution. Le confort énergétique dépend de plein de critères. Certes, la température dans laquelle on vit est importante, mais la température dans laquelle on vit n'est pas prépondérante. Ce qui est prépondérant, c'est le taux d'humidité relative. Donc, est-ce que notre air est sec ou pas? Pour ceux qui en ont vécu l'expérience, on peut parfaitement être en montagne sur un glacier à -10 de température extérieure et se mettre torse nu sur une terrasse et siroter un thé, parce qu'on boit plus du thé que du pastis dans les montagnes. Eh bien, on est bien. Et pour autant, on redescend dans la vallée, on arrive à 5-10 degrés, mais on est dans le brouillard parce qu'on est sous la chape de plomb, sous la couche d'inversion, et là, d'un coup, on est obligé de mettre la doudoune. Donc on est 20 degrés plus chaud quasiment, et on a plus froid. Donc c'est une des preuves possibles, il y en a plein d'autres, que la température est importante, mais elle n'est pas prépondérante. Et alors, c'est pas un classement, mais dans les points importants, on a l'humidité relative, la stabilité de la température, la régularité de la chaleur entre les différents espaces, points et éléments qui composent le bâti. On a également le rayonnement, les échanges que l'on peut avoir avec tout ce qui nous entoure. Alors le rayonnement, souvent les gens pensent que c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué le rayonnement, notamment de savoir avec qui on échange. On allume une lampe, on tourne, et tout ce qu'on peut arroser d'un rayon lumineux avec notre lampe échange avec nous. C'est-à-dire qu'on envoie des infrarouges, ces infrarouges vont réchauffer ces éléments et eux-mêmes nous en renvoient. Et donc ça c'est très important. Et on a également l'absence de courant d'air, qui est beaucoup lié au fait que tous les éléments, où qu'ils soient dans l'habitat, soient à une température la plus proche possible les uns des autres. Donc ce qu'on appelle une température uniforme. Donc ça c'est très important. Et ces points-là, oui, je développe tout ça dans cet ouvrage. C'est vraiment le fond du fond, tu le sais, on se connaît depuis longtemps, on a fait quand même un bon bout de chemin ensemble sur Belgreen. Pour plein de raisons, aujourd'hui je me consacre à autre chose, mais
je sais pas combien il peut y avoir d'articles qui traitent du confort sur Bill Green écrits par Claude Lefrançois. Une vingtaine, oui. Voilà, donc c'est très important et il faut remettre les pendules à l'heure et l'heure principale que l'on doit prendre en compte, en tout cas pour ça, le midi, c'est pas la température. Le midi, dans le confort, c'est tous les éléments que je viens de voir. Alors il y a plusieurs heures à prendre en compte, pas une seule. Et on nous oriente sur une seule. Donc ça va pas. Voilà la raison pour laquelle j'ai écrit cet ouvrage. On va développer un peu ? Alors je l'ai destiné à plein de gens. Je l'ai destiné déjà à tous les habitants. Puisque le fait d'habiter, ça veut dire qu'on occupe, qu'on exploite un espace. Et on est les premiers à être légitimes en tant qu'occupants, à vouloir être dans le confort. Que les autres veulent notre confort, c'est très bien, de leur part, c'est louable. Mais pour moi, mon confort dans mon habitat, ça c'est primordial. Donc tous les occupants, pour qu'ils comprennent ce vers quoi, possiblement, ils pourraient s'orienter, orienter les travaux ou les demandes de travaux à leurs propriétaires s'ils sont locataires, à leurs bailleurs, etc. Et également, à partir du moment où ils auront décidé d'aller dans le confort, voir les points importants et à qui ils peuvent s'adresser, et également, quand ils vont en discuter avec les professionnels qui vont venir, ou quand ils vont eux-mêmes décider de faire les travaux pour les réaliser, qu'ils sachent vers quoi il faut s'orienter. S'orienter, c'est pas forcément mettre, comme tout le monde l'entend, vous mettez, j'ai entendu encore récemment, l'avenir du bâtiment confortable, c'est 30 cm d'isolant dans les murs et 50 dans le toit. Pourquoi pas 1 mètre ? Puisqu'on se rend compte au fil des décennies, au fil du temps qui passe, que finalement on en met toujours plus et on n'a toujours pas atteint le résultat qu'on escomptait, c'est-à-dire que les gens soient bien chez eux, à être dans un niveau de confort correct sans que ça leur coûte des fortunes à chauffer. Oui, l'isolation a son mot à dire, mais pas que. Donc voilà, les particuliers déjà, pour que eux puissent savoir vers quoi se tourner. Ça me semble extrêmement important. Et dans ce livre, je ne donne pas de solution, c'est-à-dire que ce n'est pas un livre de recettes, parce que recettes parfaites, etc., ça n'existe pas. Chacun a un habitat qui est différent, l'exploite différemment, a une façon de vivre différente, etc. Donc c'est le couple habitat-habitant qui est important, et donc il me semble impossible de dire il y a la solution idéale. Or, c'est ce qu'on nous dit depuis des lustres. La solution idéale, c'est d'isoler. Donc, si vous isolez, vous pourrez chauffer facilement pour être à une température élevée. Or, la température, on ne va pas le développer ici, c'est largement développé dans l'ouvrage, mais la température, c'est plus un outil de correction des erreurs qu'on a commises en amont ou des défauts qu'on n'a pas corrigés. Et on n'est pas obligé, c'est comme si en termes de santé, on a une pathologie et au lieu d'essayer de comprendre pourquoi on l'a et d'essayer d'éliminer les causes qui nous la déclenchent, on dit c'est pas grave, je change rien à mes habitudes, mais par contre je vais augmenter ma dose de médicaments. Ça n'a pas de sens. Pas de sens. Parce que quand on augmente la dose de médicaments, on génère des effets secondaires. Et on prend un autre médicament qui corrige les effets secondaires du médicament d'avant, et ainsi de suite. Et bien dans le bâtiment, c'est pareil. À force d'en mettre, on génère d'autres choses qui ne sont pas terribles, et on les corrige. Alors, c'est bon pour la balance commerciale. Ça, c'est parfait. Dans un monde de consumérisme fou, on achète, et on met en place des systèmes en se demandant... on nous propose des systèmes, on les met en place, et ces systèmes-là, on espère qu'ils vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. On le voit, ça ne le permet pas. On a plein de rapports, les rapports Trémy de l'ADEME, etc. On a plein d'outils pour se rendre compte que c'est pas bon. Et on continue à les faire. Donc non, il faut rectifier le tir. Donc ça, c'est pour les particuliers. Et comme les particuliers souvent s'adressent aux professionnels, et que les professionnels sont autant démunis que les particuliers, puisque
on les a formés, formatés dans les écoles, dans les stages. On n'arrête pas. Les fabricants, qui eux sont contents, ils ont inventé des systèmes, donc ils veulent les vendre, donc ils vont voir, et ils font des piqûres de rappel, et tu verras, ça va soigner, et ton client, il sera content, etc. Ah bah oui, mais ça marche pas. Ah bah, parce que t'en as pas mis assez. Donc tu devrais en mettre un petit peu plus dans la seringue quand tu fais la piqûre. Donc non, c'est pas possible ça. Et donc les professionnels, on a fait une enquête, tu le sais, j'ai un blog, on a 4000, je sais plus, enfin il y a quelques abonnés, quoi, voilà. Et on a fait un sondage auprès de ces abonnés, donc c'est 50% de professionnels et 50% de particuliers. Et il est ressorti de ce sondage que les particuliers étaient dans la détresse parce que ne trouvant pas de solution à leurs aspirations, à leurs souhaits, à leurs attentes, s'adresser à des professionnels et constater que les professionnels n'étaient pas ils sont pleins de bonne volonté, mais n'étaient pas suffisamment au fait des choses pour répondre à leurs besoins. Et donc, ces professionnels qui eux aussi nous ont répondu, finalement ont confirmé, en disant on est consulté, mais on se rend compte que les gens ne prennent pas en considération ce qu'on leur dit et que nous n'avons peut-être pas complètement la légitimité pour leur dire ce qu'il faudrait faire, et parce que quelque part il nous manque des clés, quoi. Il nous manque un petit peu, on y revient aux clés, quoi, les clés du confort thermique écologique. Et donc, cette boîte à outils, elle va être petite pour celui qui veut en faire une lecture rapide et dire, voilà, je voudrais savoir qu'est-ce que je dois envisager chez moi. Donc ça, il va pas utiliser toute la boîte à outils. Et puis, par contre, le professionnel, lui, il va creuser. Et donc, c'est peut-être plus encore à destination des professionnels que je l'ai commis, parce que lorsque l'on dit à un particulier ce qu'il serait, on ne dit pas, on n'a rien à dire en particulier, on a à annoncer des faits, à être dans le factuel, à dire voilà comment les choses marchent, comment ça se passe, etc. Les règles physiques qui régissent nos vies, ça on lui en donne les clés, et après lui il choisit. Mais si on donne à un particulier ces clés-là, ça va lui permettre d'être mieux dans le confort chez lui, de respecter l'environnement, la planète, etc., sans dépenser à outrance, ni pour réaliser les travaux, ni pour exploiter, mais on a servi une personne. Alors que si on donne des clés à un professionnel, et je dis tout le respect que j'ai pour les professionnels. Alors il y en a certains que je respecte pas parce qu'il y a aussi beaucoup d'aigrefins, enfin beaucoup, il y en a quand même quelques-uns. Donc ceux-là, non, je supporte pas. Mais tu le sais, je pense, et ça a transpiré au travers de quelques-uns de mes écrits, qui nous ont valu quelques volets de bois vert en termes de commentaires. Mais bon, c'est pas grave, faut jamais laisser indifférent. Et donc, je pense qu'on les laisse pas indifférents. Et donc, ces professionnels, j'ai énormément de respect pour eux parce que l'immense majorité a bien plus de savoir sur son domaine à lui que je n'en ai et que je n'en aurai jamais. Et je n'ai aucune prétention à lui expliquer, à dire à un architecte comment on organise des volumes, des espaces, comment on gère la lumière, comment on fait un dessin harmonieux d'une façade, etc. Ils sont formés à ça, bien plus que quiconque. Donc, ils ont ça. Par contre, la technique, les matériaux, là, je pense que je peux leur apporter. Et ce livre peut leur donner des pistes qui peut-être les inciteront à aller plus loin. Mais on parlera peut-être de ce plus loin justement. J'ai énormément de respect pour les ingénieurs. Les ingénieurs de structure, les ingénieurs structure, les ingénieurs thermiciens, etc. Ce sont des gens qui ont une science qui nous est nécessaire. On ne peut pas s'improviser comme ça à savoir est-ce que telle structure peut accepter telle contrainte supplémentaire. Je pense notamment à beaucoup de toitures terrasses qui ont été réalisées dans les années 60, 70, 80 et dont on dit la chaleur passe, c'est pas terrible, ça contribue aux îlots de chaleur en ville, etc. Il faut végétaliser tout ça. Oui, mais sauf que la végétalisation, c'est un apport d'agrégat, ce sont des plantes qui poussent, et tout cet agrégat, il va capter de l'eau, etc., il va la stagner, il va la conserver. Tout ça, c'est bien pour le climat. Tout ça, c'est bien pour réduire la chaleur dans cet îlot de chaleur, pour au moins ne pas augmenter cette chaleur, ne pas participer. Mais est-ce que la dalle a été dimensionnée
pour encaisser ça. Non, c'est probablement pas. Ou si ça l'est, tant mieux. Mais on ne peut pas envisager d'avancer sans avoir la confirmation de l'ingénieur structure qui va nous dire oui, tu peux y aller, ça craint pas. Il va nous sortir les calculs à l'appui, c'est hyper important. Le thermicien qui va dire il vaut mieux intervenir ici que là-bas. On a besoin de lui. Le conducteur de travaux, le maître d'œuvre qui va dire à tous les travaux que vous envisagez de faire, il faut les organiser dans cet ordre-là. Voilà. On commence par ça, on finit par ça. Donc par contre, pour ça, il faut tenir compte, il faut dire à celui qui précède qu'il fasse les réservations, etc. Ça, c'est le boulot du maître d'œuvre, hein. De valider que ce qui a été fait est bien fait. Je l'ai fait, le maître d'œuvre, j'ai été maître d'œuvre. Bon, je sais à quel point il faut avoir une compétence étendue pour ça, hein. Ils l'ont, c'est bien. Mais tous n'ont pas forcément la connaissance des matériaux, la connaissance des techniques de construction. On a ensuite, je ne vais pas faire le passage en revue de tous les gens, mais bon, au niveau des professionnels, il y en a quand même beaucoup. Et tu sais à quel point on a orienté Bill Green vers les professionnels. Alors on a des particuliers qui sont très heureux d'y lire un tas de choses, parce que voilà, la culture générale ne nuit jamais, hein. Et quand on veut faire des travaux, la culture du bâtiment ne nuit pas, hein. Donc mais les professionnels, on s'adresse à eux parce que quand on donne les clés de pistes possibles à des professionnels pour servir leurs clients, un à qui on a donné les clés va servir 10, 20, 30 personnes. On démultiplie, hein. C'est important de s'adresser aux deux. Donc oui, il a été orienté professionnel. Alors, c'est difficile de ne pas s'étaler quand on parle de l'humidité, parce que l'humidité, c'est l'eau. Et l'eau, on sait qu'il y en a dans l'air, hein, et dans les structures, etc. Alors, je vais peut-être donner une ou deux images. Par exemple, un mur en pierre, en pisé, un mur massif. En règle générale, ces murs anciens, parce que c'est en règle générale des constructions anciennes, ils ont été montés sans fondation en béton avec ce qu'on appelle des semelles filantes qui sont une forme de rupteur de remontée capillaire. Donc on sait les remontées capillaires, c'est l'eau qui remonte du tréfonds par l'effet de la loi de Jurin, sous l'effet des attirances avec des polarités différentes. C'est complexe. Mais on n'est pas là pour faire un cours sur les remontées capillaires, là non plus, hein. Mais donc ces remontées capillaires existent, il y en a partout, hein. Et lorsqu'elles arrivent dans le mur, elles montent, et ces murs anciens ont besoin d'eau pour vivre correctement, pour être dans un bon équilibre. Et ils ont besoin de 3 à 5% de leur poids en eau. Eh bien, c'est 3 à 5%. Et quand on sait qu'un mur en pisé, c'est environ 1,8 tonne au mètre cube, un mur en pierre, on peut aller jusqu'à 2 tonnes, 2 tonnes 2, hein, selon le type de maçonnage, voire plus, on va prendre une valeur moyenne de 2 tonnes. Si mon mur fait 50 cm d'épais, dans un mètre carré, j'ai un demi-mètre cube. J'ai donc un total de poids de 1 tonne. Et si il me faut 3 à 5% d'eau dedans pour qu'il soit bien, il me faut entre 30 et 50 litres d'eau dedans. Qui, étant propriétaire d'une maison en pierre ou en pisé, a une notion de la quantité d'eau qu'il y a dans ces murs? Je ne pense pas que beaucoup se disent il y a tout ça dans mon mur, parce que pour ceux qui ne verraient pas ce que c'est, 30 kg d'eau, un arrosoir c'est 10 litres, 10 litres d'eau c'est 10 kg. Ça veut donc dire que quand je vais arroser mon jardin, si j'arrose le jardin, j'ai 3 à 5 arrosoirs de ce que je mets sur mes carottes ou mes haricots, qui est dans chaque mètre carré de mur. C'est énorme, hein. Mais si on passe au-delà, là, on entre dans des causes pouvant possiblement provoquer des pathologies. Des murs en pisé, il faut savoir que tous les ans en France, 1, 2, 3 maisons en pisé s'écroulent. Et elles s'écroulent non pas parce que le pisé, ça serait un mauvais matériau qui ne tient pas. Non, il y a des bâtiments en pisé. De par le monde, ça reste quand même la construction terre, la première technique de construction, en tout cas les premiers matériaux utilisés en termes de volume.
Et encore aujourd'hui, hein. Alors bien sûr pas pour des gratte-ciel, hein, c'est évident, encore que il y ait la Manhattan du désert, je crois qu'on l'appelle, je ne me rappelle plus de son nom, mais tu trouveras bien une image pour mettre là-dessus, hein. C'est des bâtiments qui font 5, 6, 7 étages, qui sont montés en pisé, hein. À Lyon, on a des bâtiments en pisé jusqu'à 4 à 5 étages. Lyon, quand même, c'est en France, hein. Et des bâtiments qui ont été construits 1800, 1850. Quand j'entends qu'aujourd'hui, on nous annonce que la durée de vie potentielle d'un bâtiment en béton, on va s'appuyer sur 50 ans, bah, ça me fait un peu rigoler par rapport au pisé de Lyon, hein, et d'ailleurs, hein. Donc voilà, quand on sait qu'il y a des maisons Saturbois, une à Guingamp qui a été découverte récemment, je l'ai appris par Bill Green, merci de nous avoir transmis cette info, Pascal. Si ma mémoire ne me trompe pas, 1500 et des briquettes, quoi. 1318. Ma mémoire me trompe, voilà. Donc, ouais, bonjour le score quand même, c'est pas si mal quand on entend que certains de nos architectes phares nous disent qu'on peut pas construire en bois parce que voilà, c'est du contreplaqué, ça va se casser la figure. Ça va, quoi, ça va. Bon, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais qu'ils arrêtent de venir nous étaler leur science en nous faisant croire que eux détiennent la vérité et les boiseux seraient d'ignobles hommes des bois qui sortiraient avec leurs sabots hirsutes. Bon, ça va, quoi. On va arrêter les clichés un peu quand même, hein. L'eau, donc c'est déjà ça dans les bâtis. Et lorsqu'il y a trop d'eau dans un bâti, eh ben, même si il va pas forcément s'écrouler, mais il va générer une humidité, parce que cette eau, il faut qu'elle s'évapore, hein. Si on met un enduit ciment à l'extérieur, non pas qu'il soit étanche, c'est pas vrai, parce qu'on dit beaucoup de choses sur le ciment, il y a du vrai et il y a du faux. Et les enduits extérieurs au ciment, oui, c'est moins bien qu'un enduit à la chaux, mais il y a quand même des choses qui sortent, mais pas suffisamment. Il faut pas dire ça sort pas, il faut dire ça ne sort pas suffisamment. Ça sert à rien de dire des choses qui sont pas justes, hein. Et donc, si ça ne sort pas suffisamment dehors, ça va sortir dedans, parce qu'il faut que ça sorte. Et si ça sort pas, ça va monter en teneur en eau et on va avoir des pathologies au bâti. Donc, le bâti, il essaye de rester en bonne santé, hein. Et si ça sort dedans, ben on gère de l'humidité dans l'air ambiant. Et donc c'est le deuxième point que j'aimerais développer un petit peu sans aller vraiment trop loin, c'est que on est bien à 55% d'humidité relative dans l'air ambiant à 19 degrés. Ça semble être assez généralisé, assez universel, que au moins sous nos latitudes, parce que ça dépend de la culture de chacun, ça dépend des conditions climatiques, etc. Mais on est en France, voilà, on est à une latitude déterminée, on a une culture, et en France, immensément majoritairement, les gens disent qu'à 55% d'humidité relative lorsqu'on fait des tests, dans 19 degrés, ils sont bien. Hein, 19 degrés Celsius, ils sont bien. Et donc, si on voit pas souvent ce que ça veut dire, on dit c'est quoi ça, voilà, humidité relative, etc. Alors il faut imaginer ce qu'est l'air. L'air, on a l'impression qu'il n'y a pas de poids. Si, l'air ça a un poids. Et un kilo d'air, c'est 0,7 mètres cubes. Et pour se donner une idée de ce qu'est 0,7 mètres cubes, on regarde un lave-linge, on en met un autre à côté, ou on a un lave-linge, un sèche-linge, voilà, on a 0,7 mètres cubes. Deux lave-vaisselle, c'est 0,7 mètres cubes. Et donc, si j'enlève ces deux appareils, l'air va forcément va venir prendre la place, hein. Eh bien, l'équivalent du volume de ces deux appareils, c'est 1 kg d'air. Dans ce kilo d'air, à 19%, à 19 degrés, 55% d'humidité relative, j'ai 7 grammes d'eau liquide, mais que je ne vois pas, qui n'est plus liquide, qui est sous forme de vapeur. Et donc, ces 7 grammes d'eau ne représente pas ce que c'est. C'est 2 cuillères à café d'eau. Voilà, une cuillère à café d'eau, c'est 3,5 grammes. Je l'ai pesé, donc avec une balance qui ne sert normalement pas à peser l'eau, donc peut-être je suis fiché parce que j'ai acheté une balance qui sert à peser d'autres choses, mais en tout cas très précise, qui va au millième de gramme, hein, c'est ça.
Et donc, dans cet équivalent de volume, je mets 3 cuillères à café d'eau, je chauffe dessous pour qu'elle s'évapore. Si je suis parti d'un air sec, quand il va être à 19 degrés, je serai à 55% d'humidité relative et je serai dans le confort. Alors, maintenant qu'on sait ça, combien émettons chaque jour ? Chaque jour, toi, moi, un individu adulte en France, du fait de son métabolisme, transpiration, respiration, du fait également de ses activités, et surtout du fait de ses activités, douche, vaisselle, lessive, laver le sol, etc. Donc toutes ces activités-là génèrent de l'eau qui s'évapore. Et c'est l'équivalent de environ 3 à 4 litres d'eau que chaque individu adulte fait évaporer chaque jour. Dans 1 litre d'eau, ça fait une pétée de cuillère à café. Hein. Et quand on pense que pour 60 à 70% de notre temps, on le passe de temps intérieur, on le passe dans notre habitat, et que toutes ces activités de lessive, de vaisselle, de cuisine, etc., c'est dans notre habitat, c'est donc là qu'on en émet le plus. Et si on dépasse nos 2 cuillères à café d'eau dans le volume des 2 lave-linges, eh bien, il faut corriger, parce qu'on va avoir l'humidité relative qui va monter. Et si je mets 1 cuillère à café de plus, je passe de 7 grammes à 10 grammes 5, je passe aux environs de 72% d'humidité relative à 19 degrés. Et au-delà de 65%, je suis dans l'inconfort. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc on arrive à un inconfort. Il faut corriger. C'est ce qu'on appelle donc le confort thermique. L'humidité a donc son importance, la gestion de l'humidité a donc son importance dans le... Absolument. Et pour corriger le tir, on a 2 solutions. La première solution consisterait à prendre de l'air à l'extérieur pour le ramener à l'intérieur et évacuer cet air qui n'est pas saturé. Saturé, c'est 100%. C'est quand il pleut. On est dans l'eau. Voilà. Pas le cas. Hein. Mais, enfin, on est dans l'eau. L'eau est redevenue liquide à 100%. Hein. Et donc, le renouvellement d'air consiste effectivement à extraire de l'air humide pour faire entrer de l'air moins humide. C'est pour ça qu'a été inventé le renouvellement d'air naturel. Autrefois, on l'avait naturellement parce que on faisait la cuisine dans l'âtre. Hein. Il y avait la cheminée, le conduit énorme dans lequel on faisait fumer le jambon, etc., etc. Hein. Et donc ça nous faisait l'évacuation haute. Et comme les menuiseries étaient d'une étanchéité plus qu'aléatoire, hein, donc de l'air rentrait. Des fois, il suffisait pas que les menuiseries ne soient pas suffisamment étanches pour pas que ça fume. Fallait ouvrir une porte ou une fenêtre, hein, ou au moins entrebâiller. Donc voilà, on avait des renouvellement, alors là, dans les grandes dimensions, et on n'avait effectivement pas de condensation. Et par contre, on avait du 12, 13, 14 degrés. Hein. Alors aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de candidats pour vivre à 12, 13, 14 degrés, je ne suis pas sûr. Et donc, sauf à accepter ça, et il faut aller vers autre chose. Et quand j'entends, parce qu'on l'entend, tu l'as entendu, on l'a tous entendu, c'est une maison ancienne, il n'y a jamais eu de VMC, il n'y a jamais eu de problème, je vois bon, pourquoi j'en mettrais une ? Eh bien, parce qu'on va changer notre mode d'exploitation, parce que on va rendre cet habitat plus étanche. Alors certains diront mais t'as qu'à laisser les trous puisque ça ventile tout seul. Bah oui, sauf que il est quand même assez bien de savoir maîtriser le volume, parce que quand on entend des gens dire je veux pas mettre une VMC parce que ça prend de l'air chaud et ça le met dehors, je vais installer une ventilation naturelle. Parfait, pourquoi pas, mais combien vont-ils maîtriser dans leur débit ? Est-ce qu'ils ne vont pas renouveler plus du double ? Parce que les conditions de renouvellement changent. On est en haute pression à l'extérieur, on est en basse pression à l'extérieur, on a un temps humide, on n'a pas de temps humide, il y a du vent, etc. Il y a plein de choses qui peuvent faire varier le volume d'air qui va être renouvelé naturellement. Et comme on ne le maîtrise pas et qu'on ne veut pas risquer la moindre pathologie dans les conditions les plus défavorables, eh ben, dès qu'elles sont favorables, et elles le sont souvent, eh ben on va renouveler trop. Et renouveler trop, effectivement, on n'aura pas de condensation, on n'aura pas de moisissure. Mais cet air, il faut le chauffer. Alors ça coûte pas cher de chauffer de l'air, hein. On va être clair, ça coûte absolument pas cher. Ceux qui veulent savoir combien ça coûte, allez acheter le bouquin, vous aurez l'info. Donc voilà, je l'ai développé dedans.
Et donc, il faut ça. Et alors, par contre, les gens souvent nous disent, ouais, mais à l'extérieur, comme c'est le cas aujourd'hui, ici, par exemple, on doit avoir 8-10 degrés, c'est légèrement brumeux, on est probablement aux environs de 85% d'humidité relative. Tu te rends compte, à 85% d'humidité relative, et tu veux faire rentrer cet air-là pour compenser le fait que tu en aies 70. Donc, tu marches sur la tête. Bah oui, mais on est à 8-10 degrés dehors. Et dedans, je suis à 19 degrés. Et c'est le deuxième point, le deuxième moyen de faire évoluer l'humidité relative, c'est la température. Et mon air à 8 degrés, 5, 7, 8 degrés, j'ai pas tous les chiffres en tête, hein, à 85% d'humidité relative, c'est peut-être 4 grammes d'eau par kilo d'air. Et si je fais rentrer de l'air à 4 grammes d'eau par kilo d'air qui va se mélanger au fur et à mesure de l'extraction de l'air qui lui en avait 11 ou 10, eh bien je vais tendre vers un équilibre qui va me ramener vers 7. Et bien voilà, si je ne change pas mes 19 degrés, je suis toujours dans le confort. Par contre, si je ne renouvelle pas cet air, il va falloir que cet air qui est à 19 degrés, je le chauffe. C'est le deuxième moyen de contrer, d'améliorer, de faire baisser l'humidité relative et de repasser de 70, 72, 80, peu importe, à 55. Et mon air à 19 degrés à 72% d'humidité relative, là aussi j'ai pas en tête tout de mémoire, mais il va falloir le chauffer à 21, 22 degrés. Et chauffer, ça consomme des ressources. Ces ressources que l'on brûle, on relâche du CO2. Alors, on va pas expliquer ici, je crois qu'aujourd'hui tout le monde est au courant de ce que fait le carbone dans l'atmosphère et en quoi les bouleversements climatiques lui sont un peu redevables, etc. Donc, tu dis qu'il y a deux solutions. Il n'y a pas une troisième solution aussi, il y a une troisième piste, c'est le choix des matériaux qui nous entourent. Alors, c'est pas une troisième piste. C'est une piste complémentaire pour justement, parce que l'idée, c'est de dire il faut se donner les moyens d'éliminer la cause de la pathologie. La pathologie, c'est l'eau. C'est l'excès d'eau dans l'air. Voilà, ça c'est la pathologie. Donc, comment puis-je en diminuer comment puis-je diminuer la cause? En renouvelant l'air ou en chauffant. Comment puis-je réduire la chose? Cette eau, au lieu de la laisser dans l'air, j'utilise des matériaux à capacité hygroscopique. Quesaco, c'est la capacité de sorption. Quesaco, à nouveau, c'est la capacité qu'a un matériau à absorber de la vapeur d'eau, à la stocker, qu'elle ne devienne pas de l'eau liquide et qu'elle ne soit plus dans l'air ambiant. Donc oui, ça c'est hyper important. C'est hyper important parce que les matériaux n'ont pas tous la même capacité. Parlons des isolants, par exemple, puisque on nous dit toujours pour chauffer ça consomme de l'argent, parce qu'il faut compenser les fuites de calories, etc., etc. Donc pour compenser les fuites de calories, il faut limiter les fuites, et pour limiter les fuites, il faut isoler. Donc, voilà. Donc puisque on nous sert ce paradigme, ok banco, on nous l'a servi, tout le monde l'a en tête, pas de problème. L'isolant. Eh bien, un isolant, selon sa nature, qu'il est d'origine métallique, ça existe, hein, les fameux isolants aluminium, alvéolaire, etc. Bon, tout ça, ok. Bah, je n'ai pas connaissance que le métal ait de fortes capacités d'absorption de vapeur d'eau. Hein. S'il est d'origine minérale, ben c'est pareil. Hein. Un caillou, il peut en absorber un peu, mais pas tellement. Et quand on a pris, qu'on en a fait des paillettes extrêmement fermées, ben, on ne peut pas espérer qu'elles absorbent de la vapeur d'eau. Hein. Par contre, ben, on a aussi la pétrochimie. Hein, la pétrochimie dont on nous parle de cellules ouvertes, de cellules fermées, etc. Alors, on nous vend des belles formules. Alors, là encore, on ne va pas aborder le sujet, mais pour ceux qui voudraient, sur Bill Green, il y a quelques articles qui en traitent, et je l'aborde un tout petit peu, parce que le but n'est pas de parler d'un matériau spécifique dans cet ouvrage. Ils n'ont pas non plus de capacité d'absorption. Par contre, le végétal, on le sait, le bois, eh ben, il absorbe. La terre, elle absorbe, etc. Donc tous ces matériaux-là, la paille absorbe. Donc ces matériaux-là ont cette noblesse. Alors, est-ce qu'ils sont plus beaux, meilleurs, etc. Selon nos affinités, on dira que oui, on dira que non. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne peut pas lutter contre la physique. Un matériau a une capacité ou il l'a pas.
Et donc, ces matériaux-là ont énormément de capacité. Et donc, oui, dans l'ouvrage, je dis tout l'intérêt qu'il y a à choisir ces matériaux-là. Et pas que pour ça. Après, on pourrait parler de la diffusivité, on pourrait parler de l'effusivité, on pourrait parler du déphasage, qui sont liés à la capacité thermique massique, à la chaleur spécifique des matériaux, qui sont liés aux densités de mise en œuvre et au lambda. Et on pourrait parler de la stabilité ou de la non-stabilité du lambda, parce que là aussi, il y a des choses à dire. Alors, il y a tellement à dire d'ailleurs qu'il y a un troisième ouvrage qui est sur le feu. Mais bon, on va pas aborder le troisième, on va déjà s'en tenir à celui d'aujourd'hui. Donc voilà, toute l'importance qu'il y a à prendre l'eau en considération. Parce que si on ne la prend pas en considération, on va venir aux effets. Aux effets au-delà du bâti, on en a parlé un peu. Mais pour les hommes, pour les occupants. Si j'ai trop de vapeur d'eau dans l'air, cet air va se rapprocher petit à petit de mes parois. On a dit que les parois perdaient les calories. Ces calories qui vont être perdues vont faire que cet air va se refroidir. Et de l'air qui se refroidit, on l'a abordé, l'eau se condense. Si de l'eau se condense sur mes parois ou en limite de la surface intérieure de mes parois, et que c'est vraiment quelque chose de récurrent, je vais avoir un développement de moisissures. Les moisissures donc se reproduisent en émettant des spores dans l'air, et les spores de moisissure sont très allergisantes. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de gens, de couples, dont les enfants sont allergiques à un paquet de choses. Moi, je suis tout jeune, mais j'ai quand même allègrement passé la soixantaine. Hein, et quand j'étais gamin, on ne parlait pas d'allergie. On parlait du rhume des foins. Et je suis né à la campagne, hein, donc en Normandie, dans un village où il y avait 220, 230 personnes. À ma connaissance, il y avait une personne qui avait le rhume des foins. Il était agriculteur, c'était un peu handicapant. Hein. Camille, il souffrait un peu. Hein. Mais voilà, il faisait avec. Hein. Une sur 220 à 230. Alors c'est ma mémoire. Peut-être deux, j'ai peut-être une mémoire défaillante. Aujourd'hui, quand même, 3 enfants sur 5 ont des risques de développer des allergies. On n'a pas muté. Il est toujours bon de conclure quand on a développé quelque chose. Alors en guise de conclusion, je dirais qu'on a des problèmes on a des problèmes. On espère qu'on n'en aura pas. Mais si on en a, si on a des causes à des pathologies, aux bâtis, aux occupants, etc., il faut le traiter. Donc on a vu que on a les remontées capillaires, c'est vraiment une des premières sources. Et la deuxième, c'est nos activités. Et donc, nos activités, déjà, ce serait peut-être d'avoir des comportements plus vertueux, c'est-à-dire on prend une douche moins chaude, moins longue, on ne prend peut-être plus une douche chaque jour, parce que ça consomme de l'eau, on va pas partir sur d'autres sujets, hein, mais on a à améliorer nos comportements. On devrait apprendre à gérer l'air de nos habitats. Par contre, gérer l'air de nos habitats, alors... j'adore les dames, hein, mais la mienne en premier et beaucoup d'autres disent « Ah, mais il n'y a qu'à ouvrir les fenêtres et on va les ouvrir. » Oui, ok, d'accord, ouvrons un peu le matin, le soir, pourquoi pas. Hein, mais on a du renouvellement d'air qui est assuré par notre VMC, puisqu'on a opté pour une VMC, un renouvellement d'air, on va dire. Bon, naturel, possiblement, on a vu que c'était pas forcément le top, mais ça marche. Hein, pourquoi pas VMC, simple flux, double flux, thermodynamique, etc. VMI, enfin là aussi, c'est développé, et ceux qui veulent pas acheter le bouquin et avoir les infos, vous les avez sur Bill Green, puisque les articles sont sur Bill Green. Hein, il doit y avoir, on a dû faire 3 articles sur le renouvellement d'air, je crois. Donc bon, voilà, il y a de quoi faire. Et donc, n'ouvrons pas à outrance. Psychologiquement, on ne va pas empêcher quiconque a envie d'entendre les clarines en montagne ou la circulation en ville et prendre sa petite dose de pollution. Ok, tu ouvres, pas de problème. Mais voilà, raisonnablement, pas long. Hein, et donc, oui, faisons ça. Et en guise de conclusion, donc je dirais, pour le renouvellement d'air, hein, il faut impérativement aller vers un système de renouvellement d'air. Moi, je suis partisan des renouvellements d'air mécaniques parce que je pense que c'est le meilleur moyen que l'on ait trouvé pour vraiment gérer de façon optimale les volumes qu'on va renouveler. Hein, et donc, il faut gérer de façon pointue. On nous dit qu'il faut gérer de façon pointue la température, le chauffage, je sais pas qui, je sais pas quoi. Et d'un coup, voilà, au niveau
du renouvellement d'air, c'est open bar, quoi. La nature fait ce qu'elle veut. Non, je pense pas que ça soit la bonne voie. Mais oui, excellente question, Pascal. Effectivement, la domotique, pourquoi pas. Maintenant, on sait qu'on va vers une nécessité de se poser les questions de résilience. La résilience, c'est quoi? C'est comment me passer de ce que je ne peux plus trouver pour des raisons X. La résilience, c'est continuer à faire fonctionner un système en situation dégradée parce que on manque de ressources, on manque de quelque chose. Et la domotique, parfait. La domotique, c'est de l'Internet. Demain, on n'est pas à l'abri d'avoir des blackouts électriques. Et sans électricité, la domotique risque d'être quand même un petit peu en difficulté. C'est beaucoup de ressources, etc. Donc, pour les tenants de la domotique, pourquoi pas? Mais un tout petit peu d'électronique, par exemple, pour prendre avec des capteurs, prendre le taux d'humidité et ça existe déjà d'ailleurs. Ça existe déjà. Donc ouais, ça c'est des machines très simples. Ça, on n'est pas vraiment dans la domotique. Ah bon, oui, où commence, où s'arrête la domotique. Mais oui, on a les VMC Hygro A, Hygro B. On va citer une marque, les françaises, soyons un peu cocardiers, Aldes avec sa OptiHome. Voilà, une petite VMC toute simple, mais qui a plein de capacités, qui est magnifique. Donc oui, il y a déjà ça. Donc oui, il y a quelques sondes, il y a un tout petit peu d'électronique là-dedans, mais on n'est pas en pilotage. Voilà, je suis en vacances aux Antilles et tiens, je reviens demain, donc avec mon iPhone ou je sais pas quoi, là, je vais lancer le chauffage. Voilà, je pensais ça en domotique. Oui, non. Donc là, oui, moi, je suis dans l'extrême. Donc oui, on peut en mettre un peu, bien évidemment. Oui, tu vois, c'est pas forcément que j'ai évolué. Oui, peut-être j'ai évolué. Mais en tout cas, aujourd'hui, je préconise un petit peu, quoi. Dans le débat high-tech, low-tech, je dirais que c'est peut-être le seul endroit dans la maison, enfin le seul appareil. Peut-être avec le chauffage aussi un peu en fonction de certains paramètres, mais on va pas aborder ça là. Mais je pense que la ventilation, c'est là où il faut peut-être mettre un petit peu plus de budget sur ce poste-là, avec des appareils qui soient avec de l'électronique un petit peu pour bien gérer cette problématique. C'est ça que je voulais en venir, quoi. Oui, et tu as raison. Et en plus, il faut jamais être dogmatique, il faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que il y a des endroits, des systèmes qui nécessitent un petit peu, et équipons-nous, mais par contre, je suis assez horrifié de voir que, voilà, on met des systèmes partout, quoi. Donc, des systèmes électroniques pointus, etc., où le commun des mortels, en tout cas, je me mets dedans. Moi, j'arrive, il y a des tableaux, des machins, des trucs, il faut un mode d'emploi. Déjà, on nous le donne pas. Il faut aller sur Internet. Alors, si tu n'as pas l'Internet ou si tu l'as plus, tu trouves pas ton truc. Et puis, quand tu as un mode d'emploi, voilà, en voilà un, là. Hein, voilà, hop. Vous voyez ce que j'ai en mode d'emploi? Eh ben avec ça, je suis bien, quoi. S'il est en français, c'est déjà pas si mal. S'il est en anglais, il va falloir que je connaisse les termes. La plupart des choses très complexes, issues de la tête de gens bien pensants et qui ont raison de bien penser, ne sont pas accessibles de façon pertinente au commun des mortels. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc faisons des choses simples. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de high-tech dans les choses simples. Ça veut dire que le high-tech ne doit pas être la justification à la sophistication. Bon, alors après cette petite digression sur le high-tech, low-tech, domotique, etc., le deuxième point sur lequel on peut avoir une influence considérable au niveau de l'humidité relative intérieure de nos bâtis, donc de la teneur en vapeur d'eau de l'air, ça va être sur l'apport lié aux remontées capillaires. Donc prendre grand soin de traiter correctement ces remontées capillaires. Et c'est tellement important que j'aimerais en faire un petit bouquin, mais bon... Le problème, j'aimerais faire tellement de choses qu'il manque un peu de temps. Voilà. Mais si Dieu me prête vie, ou les petits cochons, je ne sais pas, il n'est pas exclu qu'un jour j'aborde ce sujet-là. Alors je l'aborderai pas seul, parce que là j'ai un excellent collègue
s'il voit cette vidéo, il se reconnaîtra. Olivier, je pense à toi. J'aimerais qu'on l'écrive à deux têtes. Mais donc, les remontées capillaires, eh bien, on doit les gérer, et ça, c'est le deuxième point, parce que pour avoir à renouveler le moins possible, il faudra toujours le faire un peu, mais on va pas arrêter notre métabolisme, on va diminuer nos activités qui génèrent de la vapeur d'eau, on l'a abordé, mais on va pas les arrêter complètement. Donc, ne laissons pas des quantités considérables venir par les remontées capillaires, mais laissons quand même les remontées capillaires se faire, on ne peut pas les empêcher. Ou tout au moins, c'est pas forcément si facile que ça. D'où la nécessité de cet ouvrage, peut-être un jour. Et donc, prenons grand soin à la qualité, et on y revient, des matériaux qu'on va utiliser, et plus que leur qualité, c'est leur capacité. La capacité à laisser migrer la vapeur d'eau, à laisser migrer l'eau par capillarité, etc., etc. Donc, là encore, des matériaux tels que la terre, le bois et tous leurs dérivés, ils contribuent largement. Donc, on revient toujours vers le biosourcé. Voilà. Alors si en plus d'être biosourcé, c'est local, là, on est dans le top du top. Voilà. Alors certains parlent aussi de géosourcé, ce qui est de l'apport du minéral, mais qui nous est propice. La terre, entre autres, la paille, le chanvre, etc. Bon, on va pas entrer dans les solutions. On a dit qu'on parlait pas des solutions. Voilà, en ce qui concerne l'eau.